sur les hauteurs venteuses de Sainte-Adresse, un petit garçon se tient face à la mer. Il a les cheveux en bataille, le regard vif, et l'odeur du sel dans les narines. Il s'appelle Oscar Claude Monet, et il n'a que 10 ans. Mais déjà, son regard découpe le monde en taches, vibrations, reflets. Il ne voit pas la mer comme les autres, il voit les déchirures de lumière, les éclats sur les vagues, les nuances du ciel qui changent chaque seconde. Il ne regarde pas, il observe. Il absorbe. Né en 1840 à Paris, il grandit au Havre, dans une famille modeste de commerçants. Son père veut en faire un épicier. Lui, ne pense qu'à dessiner. Il passe des heures à croquer les bateaux, les falaises, les passants. Il vend des caricatures aux bourgeois du coin, s'amuse à exagérer les mentons, les moustaches, les postures. Il fait rire, mais il ressent autre chose. Je veux peindre ce que je ressens, pas ce que je vois. À 15 ans, son talent est évident. Il expose ses dessins en vitrine d'un magasin de cadres. Il rencontre un homme qui va changer sa vie, Eugène Boudin. Peintre local, doux et passionné, Boudin l'invite à peindre en plein air, avec la lumière vraie, les couleurs fugitives. Claude hésite. Mais lorsqu'il s'installe dehors, chevalet planté dans l'herbe, pinceau tremblant sous le vent, quelque chose s'ouvre en lui. Le monde n'est plus figé. Il est vibrant. C'est là, au bord des falaises de Normandie, qu'il comprend. Il ne sera pas dessinateur, il sera peintre de lumière. À 19 ans, Claude Monet quitte le Havre pour Paris, le cœur battant. Il entre à l'Académie suisse, une école d'art libre, bruyante, pleine d'odeurs de térébenthine et de voix enflammées. Là, il rencontre des noms qui feront bientôt partie de sa légende, Camille Pissarro, Frédéric Bazille, Auguste Renoir. Tous partagent la même fièvre, peindre ce qu'ils voient, comme ils le voient. Mais l'époque n'est pas prête. Le salon officiel, dominé par l'académisme, exige des scènes mythologiques, des portraits lisses, des compositions théâtrales. Monet, lui, veut peindre des paysans en lumière, des jardins flous, des ciels vivants. Il tente d'entrer à l'école des beaux-arts, mais rejette rapidement la discipline figée, les modèles imposés, le ton professoral. Il préfère peindre dehors, à même la nature, les bottes dans la boue, sous la pluie ou le soleil. Ses tableaux sont jugés inachevés, bâclés, trop lumineux. On lui dit: ce n'est pas de la peinture, ce sont des brouillons. Il sourit. Il persiste. Il travaille sans relâche, vend peu, vit pauvrement. Mais à chaque toile, il perfectionne un langage nouveau, le flou juste, l'ombre colorée, la lumière comme sujet. En 1865, à 25 ans, le salon accepte enfin une de ses œuvres. Une marine. Mais dans l'ombre, Monet prépare autre chose. Une révolution. Une peinture sans ligne ferme, sans contour net, sans message moral. Une peinture de l'instant, du battement, de la vibration. Une peinture qui portera bientôt un nom, par moquerie, impressionniste. Monet a 25 ans, et il a faim. Faim de lumière, de reconnaissance, et souvent, de pain. Nous sommes en 1865. Ces tableaux ne se vendent pas. Les critiques le raillent. Il vit dans une chambre glacée, dort parfois chez des amis, peint sur des toiles retournées. Mais une chose éclaire sa vie, Camille Doncieux. Une jeune femme discrète, au regard profond, qui deviendra sa muse, son amante, puis son épouse. Camille apparaît dans des dizaines de toiles. Sous un chapeau à fleurs, dans un jardin, en robe blanche dans la lumière du matin. Elle n'est pas seulement un modèle, elle est la lumière incarnée. Ensemble, ils vivent à Bougival, puis à Argenteuil. Ils n'ont rien. Ils peignent tout. Monet capte la brume sur la Seine, les reflets sur les toits, les jeux de lumière dans les feuillages. C'est à cette époque qu'il peint Impression, Soleil levant, 1872. Une toile minuscule, un port embrumé au lever du jour. Elle ne plaît à personne. Un critique la moque. Cela n'est pas un tableau, c'est une impression. Le mot est lâché. L'impressionnisme est né. Par provocation. Par refus des règles.
par fidélité à la lumière. Mais derrière ce tournant artistique, la réalité est dure. Camille tombe enceinte. Monet n'a pas d'argent. Il mendie auprès de marchands, vend ses toiles à perte, emprunte à Basille, à Renoir. Pourtant, il continue. Parce qu'il sait que ce qu'il fait est juste. Parce que peindre, pour lui, n'est pas un luxe. C'est un besoin vital. Dans les yeux de Camille, il trouve plus qu'un amour. Il trouve le reflet de sa peinture, douce, mouvante, vivante. En 1874, la guerre est terminée. Mais une autre bataille commence, celle contre l'art officiel. Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Berthe Morisot, Auguste Renoir. Tous ces jeunes artistes n'en peuvent plus des règles du salon, des critiques figées, des académies hautaines. Alors ils décident de prendre les devants. Louent une salle à Paris, dans l'atelier du photographe Nadar, au 35 boulevard des Capucines. Ils organisent leur propre exposition. Le nom officiel, première exposition de la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs. Mais très vite, un tableau fait scandale. Une marine grise et orangée, un soleil diffus à l'horizon, un port en esquisse. Impression, soleil levant, signé Monet. Un critique raille. Impression? Très bien, je savais que j'étais impressionné. Ces messieurs sont donc des impressionnistes. Le mot est lancé, moqueur. Mais les artistes le reprennent avec fierté. Ils sont des impressionnistes. Pas parce qu'ils peignent flou, mais parce qu'ils peignent le mouvement, la lumière, l'instant. L'exposition est un échec financier. Le public rit. Les journaux ironisent. Des croûtes. De la peinture malade. On dirait qu'ils ont peint avec un balai. Monet est blessé, mais déterminé. Il sait qu'ils viennent de créer quelque chose de nouveau. Une peinture en dehors des murs, des salons, des dogmes. Une peinture libre. Dans la tourmente, une famille se forme, les impressionnistes. Ils s'épaulent, s'aident, se critiquent, s'admirent. L'histoire de l'art ne sera plus jamais la même. L'année 1879 marque une cassure irréversible dans la vie de Claude Monet. Depuis des années, il peint au bord de la ruine. Il fuit Paris, change d'adresse, enchaîne les commandes modestes. Camille, son épouse, est malade. Très malade. Elle a porté 2 enfants, vécu dans le froid, la précarité, l'humidité des maisons d'artistes mal chauffées. Elle décline lentement, tuberculose, peut-être un cancer utérin. Monet veille, assiste, s'effondre en silence. Et puis, le 5 septembre 1879, Camille meurt. Monet ne pleure pas. Il prend son pinceau. Il peint Camille sur son lit de mort, comme elle est, dans la lumière froide d'un matin de deuil. Le tableau est bouleversant. On ne distingue presque plus les traits. Le visage est pâle, absorbé par les blancs, les bleus, les gris. Le corps disparaît dans la lumière. Comme avalé par elle. Monet dira plus tard. J'étais saisi par la couleur, bien plus que par la douleur. Ce jour-là, quelque chose change dans son œuvre. Il ne peint plus seulement la lumière sur les choses. Il peint le passage du temps, la disparition. Camille laisse un vide immense, mais aussi un sillon esthétique. Après elle, Monet se retire à Véteuil, puis s'installe plus tard à Giverny, où la lumière redeviendra plus douce, plus fleurie. Mais entre-temps, il traverse une nuit intérieure. Une période où l'art est à la fois refuge et abîme. Où chaque toile est un combat entre le souvenir et la lumière. Camille est partie. Mais dans l'ombre de ses toiles, elle reste là, floue, pâle, silencieuse. Comme un éclat évanoui du soleil levant. En 1883, Claude Monet découvre Giverny, un petit village normand au bord de l'Epte. En descendant d'un train, il aperçoit une maison au crépi rose, des allées bordées de buissons, une rivière tranquille. Il sent, tout de suite, que c'est là. C'est là qu'il pourra enfin respirer, peindre, planter. Il loue la maison. Puis l'achète.
puis sculpte la terre comme il sculpte ses toiles. Il creuse des bassins, canalise les eaux, fait venir des graines du Japon, installe un petit pont de bois. Peu à peu, il transforme Giverny en jardin vivant, en tableau en mouvement. Les fleurs s'ouvrent comme des touches de pinceau. Les nymphéas flottent comme des rêves sur l'eau. Monet dit: mon plus beau chef-d'œuvre, c'est mon jardin. Il peint le matin, le soir, sous la pluie, dans le vent. Il installe plusieurs chevalets pour saisir la lumière à chaque seconde. Une meule de foin peut devenir 30 tableaux. Une cathédrale, 20 variations. Il ne peint plus ce qu'il voit. Il peint la lumière qui change ce qu'il voit. Sa vie s'organise autour du rythme du jardin. Il vit avec Alice Hochdey, veuve d'un mécène, et leurs 8 enfants recomposés. Il rit, il travaille, il cuisine, il plante, il arrose, et surtout, il peint. Dans ce lieu, Claude Monet devient le jardinier de la lumière. Il n'a pas fui la douleur, mais l'a enracinée. Il peint pour ne pas oublier. Il peint pour faire vivre ce qui ne meurt pas. Dans les années 1890, Claude Monet entre dans une nouvelle phase. À Giverny, il peint toujours, mais il ne cherche plus à figer un instant. Il veut le multiplier. Le faire durer. Il entame ce qu'on appellera les séries. Il choisit un sujet banal, une meule de foin. Puis une autre. Puis 30 autres. La même, mais à midi. Au matin. Sous le brouillard. Derrière le givre. Sous un soleil rouge. Il fait de même avec les peupliers de Lepte, la cathédrale de Rouen, les façades de Londres, le pont de Waterloo. Chaque toile est unique, même si le motif est identique. Ce qui change? La lumière. Le moment. Le silence entre deux battements. Monet dit: je veux peindre l'air, l'impalpable, ce qui change à chaque seconde. Il installe plusieurs toiles sur des chevalets, passe de l'une à l'autre en fonction de la lumière. Il peint vite, avec frénésie. Puis corrige, retouche, reprend. Il travaille pendant des mois, parfois des années sur une même série. Le public, d'abord perplexe, commence à comprendre. Monet n'est plus un rebelle. Il est devenu un maître. Le flou n'est plus un défaut. C'est une langue poétique. En 1891, il expose la série des Meules à Paris. Le succès est immense. Les toiles sont vendues en quelques jours. Le monde découvre la puissance de la répétition, non comme monotonie, mais comme méditation. Monet, lui, continue. Il a trouvé sa voie. Une peinture non pas de choses, mais de phénomènes. La lumière est un fleuve. Il ne cherche pas à la contenir, mais à peindre sa danse. Entre 1899 et 1901, Monet se rend à plusieurs reprises à Londres, invité par son fils Michel et son ami Durand-Ruel. Il y découvre une ville qui le trouble. Le ciel est bas. La lumière ne vient pas d'en haut, mais de partout. Elle est filtrée, brisée, mélangée à la suie, au brouillard, à la fumée. Monet y voit une lumière impure, donc sublime. Il s'installe au Savoy Hotel, d'où il peint le Parlement, la Tamise, le pont de Charing Cross, le pont de Waterloo. Il reste des heures à la fenêtre, attendant le bon brouillard. Il dira: Londres n'a pas d'air, mais elle a de la lumière, une lumière qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Monet réalise près de 100 toiles sur la ville. Il ne peint pas la précision, mais l'atmosphère. Le Parlement devient une silhouette floue. Les ponts se dissolvent dans l'eau. Les reflets valsent avec les vapeurs. Chaque tableau devient une étude du temps suspendu. Il peint à la mémoire, retravaille les toiles à Giverny, ajoute, retire, superpose. Ce ne sont plus des paysages. Ce sont des humeurs visuelles. En 1904, il expose la série des vues de la Tamise à Paris. Le succès est retentissant. Le public acclame l'artiste qui a su peindre le flou du réel. Pour Monet, Londres aura été une leçon d'abstraction. Une ville dure, froide, industrielle, mais transfigurée par le pinceau. Dans la brume, il a trouvé une nouvelle lumière.
non pas celle du soleil, mais celle de l'âme. Au début du XXe siècle, Monet est enfin reconnu. Ses expositions se vendent, les critiques l'encensent, et le monde découvre son jardin comme un sanctuaire de la modernité. Mais un ennemi insidieux s'invite dans sa vie, la cataracte. Lentement, la lumière qu'il a poursuivie toute sa vie devient trop vive, puis trop floue, puis trop brune. Les couleurs se brouillent. Le bleu devient gris, le rouge devient noir. Monet dit : « Je ne vois plus que le sang et la boue. » Pourtant, il refuse d'arrêter. Il continue à peindre. Il tâtonne, devine les teintes, travaille de mémoire. Son pinceau devient plus large, ses gestes plus flous. Les nymphéas se transforment, les contours disparaissent, les formes s'effacent, seule la vibration subsiste. On dit parfois qu'il invente l'abstraction sans le savoir. Autour de lui, ses proches s'inquiètent. Alice, sa compagne, veille sur lui. Les médecins lui proposent une opération. Il refuse pendant des années. En 1923, il finit par céder. L'opération réussit partiellement. Un œil voit à nouveau, l'autre reste dans le brouillard. Il découvre alors ses tableaux passés, et les corrige. Mais au fond, Monet ne cherche plus à reproduire la lumière. Il veut l'évoquer, comme un souvenir, une sensation enfouie. C'est un autre Monet qui peint maintenant. Plus introspectif, plus instinctif, plus libre. Et dans cette perte progressive de la vue, quelque chose d'étrange se produit. Son œuvre devient plus lumineuse que jamais. Claude Monet a presque 80 ans, et pourtant, il commence son œuvre la plus vaste. Il l'appelle simplement « les grandes décorations ». Depuis des années, il peint des bassins d'eau, des reflets changeants, des fleurs qui n'ont plus de contours. Mais maintenant, il veut aller plus loin, offrir un lieu, pas une image. Il conçoit un espace immersif. Pas une toile. Pas un tableau. Mais un monde circulaire, silencieux, suspendu dans le temps. Il imagine une suite de toiles monumentales, longues de plusieurs mètres, hautes comme des murs, représentant ces nymphéas, toujours en mouvement, jamais identiques. Il dira : « Je veux qu'on entre dans mes tableaux comme dans un aquarium. » Il peint jour après jour dans son atelier aux murs coulissants, spécialement conçu pour accueillir ces toiles colossales. Il recommence, déchire, modifie. Il veut que chaque coup de pinceau soit respiration. Il veut qu'il n'y ait plus de ciel, plus d'horizon, plus de sol. Juste l'eau, la lumière, et l'infini. En 1918, à l'armistice, il offre cette œuvre à la France. Un monument à la paix. L'État accepte. On lui réserve un espace dédié, 2 salles ovales construites au cœur du musée de l'Orangerie, à Paris. Mais il ne verra pas le résultat final. Il continue de peindre jusqu'à ses derniers jours, obsédé, porté par une foi nouvelle, la lumière survivra. Les nymphéas ne sont plus des plantes. Ce sont des cathédrales liquides, des temples silencieux, des prières sans mots. Ce qu'il avait commencé dans la mer du Havre, il l'achève dans l'eau dormante d'un bassin. Et tout ce qu'il ne pouvait plus dire, il le dépose là. Dans cette lumière sans contour, sans fin, sans bruit. En 1925, Monet ne sort presque plus. Son jardin, pourtant en pleine floraison, il le regarde à travers des voilages de lumière. Il ne distingue plus les nuances. Mais il se souvient de toutes. Chaque reflet, chaque vibration, chaque silence d'eau. L'atelier est devenu un sanctuaire. Les nymphéas, immenses, bordent les murs. Certaines toiles mesurent plus de 2 mètres de haut, d'autres sont longues de 6, 8, 10 mètres. Il marche lentement. Corrige une tache. Ajoute un bleu. Efface un rose trop vif. Parfois, il s'assoit. Il observe. Longtemps. Il ne peint plus ce qu'il voit. Il peint ce qu'il a compris. L'espace est silencieux. On entend le frottement du pinceau sur la toile, parfois un soupir, parfois le chant d'un oiseau lointain. Monet est seul. Mais pas abandonné. Il a son œuvre. Et cette œuvre est plus vaste que sa propre vie.
Un visiteur entre, parfois, Georges Clémenceau, son vieil ami, le tigre. Il parle peu. Mais Clémenceau comprend. Il sait que Monet peint pour ceux qui viendront, ceux qui ne connaîtront ni le bruit des guerres, ni les douleurs du deuil. Il peint la paix. Il dira à Monet: tu as peint la France. Elle ne t'oubliera pas. Et dans cette lumière qui tombe, Monet peint encore. Parfois sans pinceau, avec les doigts, avec des chiffons, avec la mémoire d'une caresse de soleil sur l'eau. Il sait que le rapproche. Mais il n'a plus peur. Il a tout laissé sur ses toiles. Là, dans ce silence, dans cet atelier, dans ce dernier souffle de lumière. Claude Monet s'éteint le 5 décembre 1926, à Giverny. Dans cette maison qu'il a aimée, qu'il a peinte, qu'il a fleurie de ses mains. Il meurt entouré de quelques proches. En silence. Comme un coucher de soleil. Lent. Discret. Sublime. Pas de discours. Pas de grande messe. Il avait demandé une cérémonie laïque et simple. Son cercueil est recouvert d'un simple linceul fleuri. Clémenceau, bouleversé, dira: non. Pas du noir pour Monet. Et arrache le drap noir. Il le remplace par un tissu fleuri. Comme un dernier hommage au maître des couleurs. Monet est enterré au petit cimetière de Giverny. Pas au Panthéon. Pas aux Invalides. Mais là où pousse encore la lumière. Et pourtant, son œuvre, elle, est entrée dans l'éternité. Les nymphéas sont installés au musée de l'Orangerie. 2 salles ovales où le silence règne, où les visiteurs ralentissent leurs pas. Le monde entier vient se recueillir dans ses couleurs. Il n'a jamais quitté ses jardins. Il n'a jamais cessé de chercher la lumière. Et c'est peut-être là, le vrai miracle. Monet ne nous a pas laissé des tableaux. Il nous a laissé un regard. Aujourd'hui encore, chaque lever de soleil sur une rivière, chaque reflet sur un bassin, chaque pluie de pétales porte son nom. Claude Monet n'a pas peint le monde. Il a peint la lumière que le monde peut devenir, quand on apprend à le regarder. Nous venons de voir l'incroyable destin de Claude Monet, figure centrale de l'impressionnisme, inventeur de la lumière en mouvement sur la toile. Si cette histoire t'a touché, imagine ce que tu vas découvrir dans les autres récits de la chaîne. D'autres vies brillantes, tourmentées, fécondes. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, pour ne rien rater de nos publications. Dites-nous en commentaire, quelles autres grandes figures de l'histoire de France, voulez-vous découvrir ?